Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle l'audition des candidats à la présidence direction générale de Public Sénat. Nous avons présélectionné le 10 décembre dernier 2 candidats. Dans un objectif de transparence, ces auditions seront retransmises en direct, à la fois sur le site internet du Sénat et par Public Sénat. J'invite donc les 2 candidats à entrer. Je les cite par ordre alphabétique. Monsieur Jean-Emmanuel Casalta et Monsieur Olivier Galzi. Entrez, messieurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Casalta. Bonjour, monsieur Galzi. Je vous souhaite la bienvenue devant la commission de sélection où sont représentés l'ensemble des groupes politiques du Sénat. Vous avez répondu à l'appel à candidature lancé par le bureau du Sénat le 24 octobre 2024 pour le poste de PDG de la chaîne Public Sénat et je vous en remercie. La commission de sélection, après avoir délibéré le 10 décembre, a choisi de vous auditionner. Ensuite, notre commission délibérera et transmettra le ou les noms du ou des candidats sélectionnés au président du Sénat en vue d'une désignation lors du bureau du Sénat le 23 janvier prochain. Le mandat du PDG prendra donc effet dès que possible pour une durée de 3 ans. Sans attendre, nous allons procéder à un tirage au sort de l'ordre des auditions. Ce tirage au sort revient à Madame Alexandra Borchio-Fontimp en sa qualité de plus jeune membre de notre commission. Il s'agit d'Olivier Galzi. Merci, chers collègues. Le premier candidat auditionné sera donc Monsieur Olivier Galzi. Nous entendrons ensuite Monsieur Jean-Emmanuel Casalta. Chaque audition durera 50 minutes, décomposées comme suit. D'abord 10 minutes de présentation de sa candidature par le candidat, puis 35 minutes d'échange avec la commission, enfin 5 minutes de conclusion par le candidat. Je prie donc Monsieur Galzi de bien vouloir prendre place et Monsieur Casalta d'aller patienter pendant 50 minutes dans une salle isolée, sans possibilité de suivre la prestation de son concurrent, et ce, afin d'assurer la plus stricte égalité entre les candidats. À tout à l'heure, cher monsieur. Et j'invite donc Monsieur Galzi. Je vous rappelle les règles, parce que je les ai dites rapidement. Tout d'abord, en vous recommandant d'activer votre micro, parce que la régie ne pourra pas le faire pour vous. Donc les règles que je viens d'énoncer, votre audition durera 50 minutes. Nous serons très stricts dans le respect des temps qui vous sont impartis. D'abord 10 minutes pour vous présenter, puis 35 minutes d'échange avec des questions qui vous seront posées et les réponses qui devront environ faire 3 minutes chacune. Enfin 5 minutes pour votre conclusion. Je vous donne donc la parole pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le questeur, Messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices. Je vais donc vous résumer en quelques minutes mon projet, mais d'abord je voudrais vous dire un mot des raisons qui me poussent à être devant vous aujourd'hui. Ce qui m'anime, c'est précisément la vocation de Public Sénat. Je m'explique. J'ai été journaliste pendant 20 ans, un métier que j'ai occupé à tous les postes, reporter, grand reporter, puis présentateur des journaux sur France 2, Télématin, 13h, 20h, puis sur les chaînes d'information, iTélé, LCI. Et pendant ces 20 années, le fil conducteur, ce qui m'animait, c'était d'aider à mieux comprendre. Et je crois que précisément la vocation d'une chaîne comme Public Sénat, c'est d'aider à mieux comprendre. Et c'est une vocation d'autant plus importante dans la période que l'on traverse. Je ne vous apprends rien en disant qu'on traverse une crise politique majeure dans laquelle nos concitoyens et nos concitoyennes ont besoin plus que jamais d'ancrage, de repères, de comprendre les grands ressorts, de comprendre les grands enjeux, de comprendre la politique au sens de la vie de la cité. Et donc je crois que cette période confère à Public Sénat, j'allais dire, un instant particulier justement dans cette mission. J'ai été journaliste, mais j'ai aussi été entrepreneur, un goût de l'entreprise qui m'a conduit il y a 5 ans à quitter le terrain du commentaire audiovisuel pour m'inscrire sur le terrain de l'action économique dans les territoires. J'ai dirigé un groupe de 1200 personnes qui était un groupe d'ingénierie et que j'ai contribué à réorienter vers ce qu'on a appelé l'allié des territoires pour en faire un outil de développement et d'attractivité des territoires. Et donc vous voyez bien que l'ensemble de mon parcours, que ce soit la télévision, le journalisme, le goût de l'entreprise ou encore le service au territoire, me conduit aujourd'hui très logiquement devant vous avec une expérience cumulée qui va me permettre de développer le projet que je vais maintenant vous résumer. Alors ce projet,
Je l'ai intitulé « Public Sénat, le média global de l'action locale ». J'insiste encore une fois sur cette idée d'action locale. Vous avez compris que j'ai acquis une certitude, c'est que c'est au niveau des territoires qu'on constate le réel. On peut avoir des idées à peu près à tous les niveaux, mais c'est au niveau des territoires qu'on voit si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et donc, à mon sens, la première des missions de Public Sénat, c'est d'être la chaîne des territoires. Une chaîne qui parle du local, mais qui parle à tout le monde, d'où cette idée de média global. La mission telle que je la conçois est donc triple. D'un côté, renforcer la visibilité de l'action locale et donc votre visibilité. Deuxièmement, aider à mieux comprendre ce monde en pleine mutation. Et puis troisièmement, élargir notre audience, en particulier vis-à-vis des nouvelles générations qui ne sont pas toujours en contact avec nos contenus. En tout cas, ce sont ces trois objectifs qui ont guidé l'ensemble de mon projet. Objectif numéro 1, promouvoir l'action locale. Ça passe évidemment par une meilleure visibilité des sénateurs et des sénatrices sur l'antenne de Public Sénat. Je l'ai développé déjà dans mon mémoire, mais je vais juste reprendre l'exemple du 18h, qui est un carrefour stratégique. Je pense qu'on doit mieux assumer la spécificité du 18h de Public Sénat. On fait tous les soirs un débat avec des experts. Je pense qu'il serait intéressant de recourir systématiquement aux expertises sénatoriales. Et je propose donc de créer une sorte de répertoire dans lequel les sénatrices et les sénateurs pourront indiquer leurs expertises principales et qui servira d'outil à la programmation pour l'ensemble des émissions de la chaîne. Quand je vous dis que je veux renforcer votre visibilité, ce ne sont pas seulement des mots, c'est aussi un chiffre que je vais vous répéter ici. Le projet tel que je l'ai conçu aboutit à un quasi-doublement de l'exposition, de votre exposition sur l'antenne de Public Sénat par rapport aux chiffres existants. Renforcer votre visibilité et l'action locale, c'est aussi approfondir notre partenariat avec la presse quotidienne régionale. Vous avez pu lire dans mon mémoire des préaccords de partenariat qui ont été signés et qui reposent essentiellement sur 3 leviers. Le premier, c'est la co-organisation avec la PQR et Public Sénat d'événements en région, ce qui permettra d'être plus visible dans les territoires, ce qui permettra aussi d'ailleurs d'avoir des ressources supplémentaires partagées. Deuxième levier, c'est une coproduction sur les documentaires dans les territoires. Là aussi, ça nous permettra de bénéficier de la caisse de résonance de la presse quotidienne régionale et d'un système de coûts de production partagés. Et puis, troisième levier, c'est une meilleure intégration des moyens des médias locaux au service de Public Sénat. Quand l'actualité l'exige, ça permettra de renforcer notre empreinte territoriale. Promouvoir l'action locale et votre visibilité, c'est aussi, à mon sens, avoir un coup de projecteur sur le tandem sénateur-maire. Je considère que vous êtes, avec les maires, en première ligne, pour ne pas dire sur la ligne de front, à la fois les acteurs et les observateurs privilégiés de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Je crois d'ailleurs que lorsqu'on a voté la loi sur le non-cumul des mandats, on a d'une certaine manière, à mon sens, débranché ce que j'appelle la prise de terre. Et donc je souhaite rebrancher cette prise de terre par une émission qui s'intitulera comme ça. Vous l'avez compris, au fond, la prise de terre, c'est quoi? C'est à la fois un pragmatisme et aussi une façon d'éviter la foudre. Je pense qu'on est assez dans l'actualité avec ce programme. Et puis enfin, pour conclure sur cette exposition de l'action locale et sur cette augmentation de la visibilité de votre action, je pense qu'il faut qu'on revoie d'une manière générale l'ensemble de nos programmes, toujours avec un prisme très particulier qui est le prisme des territoires. Que l'on parle d'économie, que l'on parle de culture, je vous prends l'exemple de la culture, je souhaite promouvoir des chroniques sur ce que j'appelle les cultures de territoire. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est ce que j'ai fait en fait pendant mes 5 années dans le groupe dont je vous ai parlé, où j'ai fait la promotion des cultures de territoire. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction que les cultures de territoire sont le substrat de la culture nationale, elles sont le fondement de notre collectif, elles sont au fond, j'allais dire nos racines, et sans racines on ne peut pas grandir. En tout cas, j'ai constaté dans mon action ces 5 dernières années que ces cultures de territoire sont très attendues, très bien accueillies, et en particulier par les nouvelles générations. Deuxième objectif de mon projet, après le renforcement de votre visibilité, aider, je vous le disais, à mieux comprendre. Alors déjà, pour bien comprendre son présent, il faut connaître son histoire. Une société qui n'a pas d'histoire est, à mon sens, une société qui n'a pas d'avenir. Je propose donc de créer une émission mensuelle qui s'intitulera « L'histoire et l'avenir de l'homme » et qui parlera de sujets d'actualité, mais à la lumière des archives existantes. Mieux connaître d'où on vient, c'est aussi mieux comprendre le monde qui vient. C'est une autre émission que je souhaite mettre en place, cette fois-ci dans le cadre de la case documentaire Un monde en doc, qui, une fois par mois, se transformera en Le monde qui vient, et on y parlera des sujets qui percutent déjà nos vies, nos sociétés. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense au réchauffement climatique ou encore aux grandes alliances géostratégiques internationales. D'une manière générale, je considère que le documentaire est un marqueur fort de Public Sénat. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il pourvoit ses meilleures audiences, et je souhaite renforcer le documentaire sur l'antenne, notamment avec une meilleure exposition en semaine et aussi en particulier avec des partenariats du type de ceux que j'ai évoqués tout à l'heure pour la PQR. Troisième objectif de mon projet, élargir l'audience.
Alors pour élargir l'audience, à mon sens, il faut faire deux choses. La première, c'est d'aller cibler des communautés qui aujourd'hui ne sont pas encore au contact de nos contenus et pourtant on le souhaiterait. Je pense évidemment aux jeunes générations et pour ça il faut aller les cibler là où ils se trouvent, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. C'est un premier axe de cette stratégie pour élargir l'audience. Et puis le deuxième axe, eh bien, c'est de renforcer à la fois, j'allais dire, la visibilité et l'intérêt de la plateforme de Public Sénat pour ses utilisateurs potentiels. Pour ce faire, je propose une stratégie qui est double. D'abord, ce qu'on appelle la plateformisation. Alors ça a déjà été initié, il faut aller plus loin. La plateformisation doit déboucher, en ce qui concerne Public Sénat, sur un modèle Public Sénat Plus, à l'instar de ce que font aujourd'hui les grandes chaînes et les grands groupes audiovisuels. Je pense qu'on ne doit pas être moins disant sur ce terrain-là. Qu'est-ce que c'est que Public Sénat Plus? C'est à la fois une plateforme qui évidemment expose tous nos contenus, c'est déjà le cas, mais qui aussi propose des services supplémentaires. Et je crois qu'en la matière, l'intelligence artificielle peut être une opportunité. J'ai proposé, vous avez pu le voir dans mon mémoire, la possibilité de recourir à un partenariat où on aurait un système de recherche par mots-clés, ce qui, d'une part, simplifierait la navigation pour nos utilisateurs et puis permettrait aussi d'avoir des contenus associés sous forme de résumés donc générés automatiquement, que ce soit les contenus des émissions qu'on propose, mais ça peut être aussi des résumés de vos productions législatives. Et là, ce serait une première, même mondiale, j'allais dire, pour une chaîne parlementaire, parce que la plateforme Public Sénat Plus deviendrait d'une certaine manière une plateforme de référence à la fois légitime, moderne, fiable pour tous ceux qui s'intéressent à la chose publique. C'est une façon d'augmenter l'audience, c'est aussi une façon de mieux promouvoir votre travail. Plateformisation d'un côté, hyperdistribution de l'autre. Il faut poursuivre pour le coup la stratégie qui a déjà été initiée par mon prédécesseur, c'est-à-dire passer des accords avec les grandes plateformes qui ont déjà pignon sur rue. Ça a été initié avec MyCanal. Il faut aller plus loin dans ce domaine. Pour élargir l'audience, je crois aussi beaucoup au podcast. C'est un vrai relais de croissance pour les médias aujourd'hui, qu'ils soient télé ou radio. Ils ne sont pas assez développés sur Public Sénat. Je pense qu'il faut les développer plus. Il faut surtout mieux les référencer sur les grandes plateformes de podcast. Pour élargir l'audience, je pense qu'il faut aussi augmenter l'interactivité avec nos téléspectateurs existants. Pour cela, mieux les connaître. J'ai proposé dans mon mémoire la mise en place d'un outil, j'allais dire, de questionnement en ligne, ce qui nous permettra à la fois de mieux les connaître, de mieux les cibler, et puis peut-être aussi, si on le souhaite, eh bien, de leur donner une voix au chapitre sur les sujets qu'ils souhaiteraient nous voir aborder. Et puis, point très important pour la visibilité de la chaîne, quelle heure est-il? Dans 20 minutes maintenant, l'ARCOM va officiellement annoncer que Public Sénat et LCPN seront désormais diffusés sur le canal 8. On va donc passer du canal 13 au canal 8. Ça ne doit pas être seulement un moment technique dans la vie de la chaîne. La chaîne est dans ses 25 années d'existence, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Ça va être une opportunité de visibilité exceptionnelle pour étendre cette visibilité, celui de la chaîne et celui de notre mission. Et c'est un moment qu'il ne faudra pas rater, notamment avec un nouvel habillage. J'ai pu en décrire quelques spécificités dans mon Voilà, il va falloir conclure. Dans mon mémoire. Eh bien, je vais conclure alors par un mot sur la gestion des moyens, si vous le voulez bien. Très rapidement. Très rapidement, ou je peux le réserver pour les questions aussi. Je pense que c'est une très bonne... Je vous remercie. Alors, je vais donc commencer cette série de questions. Je vous propose une première question à laquelle vous répondez, et puis deux autres questions auxquelles vous répondrez ensemble. Une question donc sur votre parcours professionnel. Vous avez une longue expérience de journaliste de télévision, d'abord sur France 2, puis dans les groupes Canal+ et TF1. Votre expérience du management d'entreprise est plus récente. Depuis 2020, vous êtes vice-président en charge de la stratégie du groupe EDIS. Pouvez-vous nous préciser en quoi, selon vous, ces fonctions vous préparent-elles à celles de patron de chaîne de télévision ? Ma fonction était simple, j'étais vice-président exécutif d'un groupe de 2000 personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais en charge la vision, la stratégie, son développement et l'exécution de son développement. On est exactement dans le même cadre que ce qui est proposé ici. Et ce qui tombe bien en l'occurrence, c'est que la vision que j'en avais, comme je vous le disais en préalable, c'est que je considérais qu'il y avait une fracture entre le lieu de la décision centrale et son application dans les territoires. Et j'ai donc, j'allais dire... utiliser n'est pas le bon terme, mais en tout cas profiter de cet outil qui était un outil d'ingénierie pour le transformer dans un métier qui n'existait pas, qui était celui de l'aide au développement des territoires. Donc on est très clairement à la fois dans le cap, dans la vision et dans l'exécution, puisque ça allait jusqu'à l'exécution,
exécutive, on est très clairement, j'allais dire, dans le même cadre de mission que vous pourriez me confier aujourd'hui. Et si on parle d'un management au quotidien, en revanche, il n'a pas commencé avec cette expérience précédente, il a commencé bien sûr dans le cadre de toutes les émissions et de toutes les équipes que j'ai pu diriger, puisque j'étais rédacteur en chef des émissions que je présentais. Et donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui me rapproche de l'exécution managériale au quotidien qui pourrait être attendue de moi dans le cadre des fonctions de président. Très bien, je vous remercie. Je vous rappelle pour vous rendre service que vous avez également un petit chronomètre. D'accord. Voilà, pour situer un peu là où nous en sommes. Merci. Si vous devenez PDG de Public Sénat, quelle serait votre première décision? Que conserveriez-vous et que modifieriez-vous? Quelle direction proposez-vous pour donner dès le départ une nouvelle impulsion? Deuxième question, vous évoquez la création de plusieurs nouvelles émissions. Avez-vous réfléchi aux arbitrages qui pourraient s'imposer pour des raisons budgétaires ou de temps d'antenne? Par exemple, en matière de relations avec la PQR, vous évoquez l'idée d'un partenariat avec Territoire TV et Local TV dans le cadre d'une émission hebdomadaire. Quelle serait la complémentarité avec les programmes existants? Alors, je vais essayer de reprendre les questions dans l'ordre. La première décision pour une nouvelle impulsion, je vous ai parlé de l'importance du changement de numérotation qui, vraiment, à mon sens, est ce qu'il y a de plus important dans la vie de la chaîne depuis sa création il y a 25 ans. Donc, très clairement, il va y avoir une urgence parce qu'on parle d'un passage sur le canal, je crois, pour le mois de juin. Il va y avoir une urgence, c'est de préparer effectivement un nouvel habillage et de faire en sorte qu'on soit au rendez-vous. Je vais prendre une analogie, mais passer du canal 13 au canal 8, c'est passer de la petite rue au grand boulevard. Donc, ça veut dire qu'on aura plus de trafic, ça veut dire qu'il faut qu'on donne envie aux gens qui vont passer devant le canal Public Sénat de s'y arrêter. Et pour ça, il faut refaire, pardon pour l'analogie, mais il faut refaire la vitrine. Et donc, ça sera clairement un des premiers points les plus importants qui seront à gérer. Après, j'ai envie de dire, tout sera important en même temps. Mais ma première action, si vous m'accordez votre confiance, ça sera évidemment de réunir toutes les équipes, de les rassembler, parce que je ne crois pas aux aventures individuelles. Quand les idées sont bonnes, et même si elles sont bonnes, si on est tout seul, elles ne vont pas au bout. Donc je crois au collectif. Donc je souhaite engager toutes les équipes derrière ce cap, les écouter aussi, les entendre, et puis ensuite avancer. Donc ce seront, j'allais dire, les deux priorités pour répondre à votre question. La deuxième question portait sur l'éventuelle suppression d'émissions. Alors, je souhaite préciser que les émissions nouvelles dont j'ai parlé ne viennent pas nécessairement en remplacement de l'existant. D'ailleurs, la grille, effectivement, de toute façon, n'est pas extensible. Vous avez raison, il faut faire des choix, mais ça ne vient pas forcément en remplacement. Si je prends l'exemple du Monde qui vient, je souhaite le faire dans le cadre de la case documentaire Un Monde en Doc, qui existe déjà, simplement en remplaçant en thématisant une fois par mois pour que ça devienne Le Monde qui vient. Donc, ce n'est pas un coût supplémentaire. J'ai essayé d'ailleurs de penser, je pense que vous l'avez constaté, les nouveautés que je proposais dans quelque chose qui pourrait être fongible avec la grille actuelle, justement, en prévision des contraintes budgétaires qui sont les nôtres, qui étaient les nôtres, qui seront toujours les nôtres. Quand je prends l'exemple justement de cette émission qu'on pourrait faire en partenariat avec la PQR sur la prise de terre, très clairement, je pense qu'elle est compatible avec certaines émissions aujourd'hui qui peut-être n'ont pas ce focus-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de donner un angle supplémentaire à un moment donné à ce qui est déjà fait. Et je pense que cet angle, en l'occurrence, le tandem sénateur-maire, me paraît particulièrement intéressant. Et puis il y a derrière la question de l'enveloppe budgétaire globale, mais peut-être que Monsieur le questeur souhaitera me poser une question, donc je vais réserver ma réponse pour ça. Je vous remercie. Je passe donc la parole effectivement à Monsieur le questeur. Merci pour la transition. Vous évoquiez, Monsieur Gazli, les contraintes qui pèsent effectivement sur les finances publiques. Votre projet en prend acte et propose des économies de fonctionnement. Vous envisagez à ce titre un groupe de travail avec LCP Assemblée nationale pour réduire les dépenses techniques, comme par exemple le logiciel d'antenne ou les serveurs. À votre avis, jusqu'où pouvons-nous aller sur ces mutualisations techniques sans remettre en cause une certaine forme d'autonomie entre les deux chaînes? C'est ma première question. Vous pouvez répondre globalement aux deux questions que j'ai à vous poser. Deuxième question, votre projet met en avant un objectif de stabilité de la masse salariale. Nous y sommes sensibles. Comment entendez-vous y parvenir compte tenu de la croissance spontanée de la masse salariale et de l'enjeu du maintien d'attractivité de la chaîne que vous avez évoqué en tant qu'employeur? Vous évoquez un contrôle du recours aux collaborateurs occasionnels. De quoi s'agit-il pour vous dans votre projet? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions? Merci. Oui, je crois que j'avais été débranché. Merci, Monsieur le questeur, pour ces questions. Alors, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. La question sur l'autonomie par rapport à la chaîne parlementaire.
comme toujours, il y a la règle et puis il y a les exceptions. Donc on va commencer par la règle. La règle, elle est très simple. Je ne veux pas qu'on se méprenne sur la question des synergies. Pas de fusion, pas de confusion. Comme ça, le cadre est posé. Il y a 2 chambres, il doit y avoir 2 chaînes. Maintenant, ce que je soulève effectivement dans mon mémoire, c'est la capacité d'avoir d'ailleurs ce que mes prédécesseurs ont déjà appelé l'intelligence d'antenne, et l'intelligence tout simplement de bon fonctionnement ensemble. Quand je parle de cette commission pour réfléchir aux économies que l'on pourrait faire, et en particulier sur les moyens techniques, c'est pas que les moyens techniques, ça peut être aussi la politique d'achat. Je crois savoir qu'il y a eu d'ailleurs un appel d'offres récemment pour la régie publicitaire. Il a été fait au nom des 2 chaînes et il a débouché sur un contrat séparé. Si ça permet de mieux négocier des achats, évidemment, c'est le type, à mon avis, de choses que l'on doit continuer à faire entre nos 2 chaînes. J'ai aussi parlé de la possibilité d'avoir des coproductions événementielles de documentaires avec LCPAN. Quand je dis événementiel, ça veut dire que ça reste un événement, donc c'est 1 ou 2 fois par an, mais ça permet là aussi de générer une visibilité ensemble plus forte et peut-être aussi de diviser les coûts de production. Quand je vous parle de la possibilité d'avoir un accord avec la PQR, cette idée a déjà été présignée par les organisations dont vous parlez, de coproduction de documentaires dans les territoires. On interviendrait en 2e diffuseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût de production pour nous est 3 fois moins cher, alors que l'exposition sera encore plus forte puisqu'on aura la caisse de résonance médiatique, j'allais dire, de la PQR. Donc vous voyez, toutes ces économies-là, ce sont des additions qui, à la fin, nous permettront de tenir effectivement l'enveloppe budgétaire. Ça, c'est pour la première question, j'allais dire, sur le respect de l'autonomie de la chaîne et des coûts de production. Sur la question de la stabilité de la masse salariale, le diable se cache toujours dans les détails. Et il ne vous a pas évidemment échappé, et je le regrette, j'aurais aimé être plus précis sur la question, que je n'ai aucun détail, puisque je suis un candidat de l'extérieur. Et quand on parle de salaire, on parle de rémunération, à mon sens, individuelle aussi, et donc il faut parler aux individus, il faut regarder les situations individuelles. Donc malheureusement, je n'aurai pas le degré de précision d'information pour répondre comme vous le souhaiteriez à cette question, mais en revanche, ce que j'ai indiqué effectivement, et c'est le cadre qui doit être respecté, c'est que nous devons avoir une maîtrise de la masse salariale, parce que nous avons une enveloppe budgétaire qui est contrainte, qui est gelée, qui est non indexée sur l'inflation. Et donc, tout ce que je pourrais dire à ce stade, c'est que quand on parle effectivement d'évolution de la masse salariale, je préfère parler de situations individuelles qui me paraissent être, j'allais dire, plus engageantes aussi pour ceux qui les reçoivent. Et tout ça, bien sûr, dans une conscience accrue de l'enveloppe budgétaire qui nous est allouée. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Galzi. Bonjour Monsieur le Sénateur. Merci. Je voulais vous interroger sur votre politique des partenariats, qui est un axe fort de votre projet stratégique. Comment vous pouvez les intéresser à ce partenariat avec la chaîne Public Sénat? Et est-ce que vous pensez que ces partenaires, qui sont des partenaires nationaux, pourraient être intéressés à être, pour reprendre votre expression, branchés sur la prise de terre? Il y a peut-être un décalage entre la nature de ces partenariats qui sont à un niveau national et l'ambition que vous avez pour la chaîne. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de brouillage de l'identité de la chaîne elle-même? Et enfin, quelles pourraient être les contreparties que Public Sénat pourrait recevoir de ces partenariats? Je vous remercie. Alors, je vais commencer par la dernière question parce que ça m'apparaît la plus évidente. La contrepartie, elle est évidemment financière. Maintenant, je vais revenir à votre première question qui est essentielle. Comment on choisit nos partenaires? C'est pas uniquement, j'allais dire, au montant du chèque. Je pense que nous devons choisir nos partenaires par un système de valeurs partagées. Je crois que Public Sénat, c'est pas une chaîne comme les autres. Donc, on n'est pas partenaire de Public Sénat comme on est partenaire d'une autre chaîne. On est partenaire de Public Sénat parce qu'on partage ses valeurs à la fois sur son sens de l'intérêt commun, j'allais dire, à la fois sur son tropisme pour les territoires. Et je crois qu'il y a beaucoup d'institutions et d'entreprises. Et en l'occurrence, je sors d'une entreprise qui était particulièrement, qui avait un tropisme très fort sur les territoires. Et donc, j'ai pu constater effectivement qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient envie de promouvoir les territoires, de promouvoir leur action, et qui probablement n'ont jamais été sollicitées par Public Sénat pour devenir des partenaires. Donc, je pense qu'il y aura un intérêt à ça. Je ne sais pas si c'est un argument qui vous convaincra, mais je peux vous dire que si vous m'accordez votre confiance, je serai le premier VRP de la chaîne. Voilà, je le dis vraiment parce que je
crois que c'est aussi mon rôle, ça sera le rôle de président, si vous me le confiez, que de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller convaincre effectivement ces organisations qui partagent les mêmes valeurs que nous, qu'elles peuvent peut-être aussi devenir partenaires de notre antenne. Il y a quelque chose d'autre qui va les inciter à le faire, qui sera peut-être plus structurant, me direz-vous, c'est le passage sur le canal 8. Le passage sur le canal 8 va nous donner une visibilité qui va de fait nous conférer une attractivité particulière au sein des parrains potentiels qui aujourd'hui ne voyaient pas forcément l'intérêt d'être sur le canal 13, mais qui demain comprendront très bien l'intérêt qu'ils pourraient avoir d'être sur le canal 8. Donc, on les sélectionne sur leurs valeurs. J'y mettrai toute mon énergie et le canal 8 nous y aidera. Je crois que c'est après la réponse que je souhaite faire. J'ai peut-être oublié une question dans ce que vous m'aviez posé, non? Non, c'était complet. Je vous remercie. Alors, je voulais vous dire aux uns et aux autres que nous en sommes à 11 minutes sur les 35 minutes qui nous sont réservées. Donc, on a un petit peu de temps pour vous permettre un peu de souffler dans vos réponses. Voilà, je donne la parole maintenant à Madame Borchion-Fontaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur Galzi, j'avais prévu de vous interroger sur l'habillage et la refonte du logo. Évidemment, si l'ARCOM annonce qu'il devrait être fait dans quelques minutes maintenant. Donc je ne sais pas trop si cette question finalement a lieu d'être. Moi je voulais vous poser la question dans le cas où justement l'ARCOM ne l'annonce pas, est-ce que selon vous, le fait que vous preniez la présidence de cette chaîne, vous souhaitiez refaire justement aussi la refonte du logo de Public Sénat? C'est une première question. Ensuite, j'ai une question sur votre parcours. Vous avez fait le choix d'arrêter l'information pour vous diriger vers l'entreprise où vous avez été le vice-président. Pourquoi faire ce choix à ce moment-là, finalement, pour revenir après dans l'univers des médias aujourd'hui? Donc peut-être que l'information vous manquait. Et ensuite, vous avez parlé de la séduction de jeunes téléspectateurs. Est-ce que concrètement, vous avez une idée de quel programme vous pourriez mettre en place pour essayer justement de capter ces jeunes en devenir? On sait bien que par les chaînes de télévision, c'est difficile de les capter. Donc est-ce que vous avez une proposition concrète, peut-être via la future plateforme ou des réseaux sociaux, et surtout d'un format d'une émission pour essayer justement de les sensibiliser? Merci Madame la Sénatrice. Je vais donc commencer par votre première question, celle du logo. Effectivement, si l'ARCOM n'avait pas choisi de placer les chaînes parlementaires sur le canal 8, je pense qu'il y avait une nécessaire refonte du logo. Justement, c'est en partie une réponse à la troisième question, pour les formats courts sur les réseaux sociaux qui visent les plus jeunes. Parce qu'en fait, ce logo, il est gros, il est plein, et en réalité, quand on pousse un contenu, qu'on fait un post sur un réseau social avec Public Sénat, il y a 1/5 de l'écran qui est pris par le logo. Donc ça posait un problème. D'ailleurs, les équipes actuelles en sont conscientes, et de toute façon, il y avait une réflexion globale. La bonne nouvelle, c'est que l'ARCOM va nous confier ce canal. Voilà, j'avais effectivement évoqué cette hypothèse dans mon mémoire il y a 2 mois. Ça va être maintenant rendu officiel. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce que du coup, moi, j'y vois une opportunité extraordinaire. Enfin, alors, on laissera les équipes de créatifs faire, bien sûr, et apporter leurs idées. Mais je ne sais pas si, bien sûr, que vous voyez le S du logo du Sénat, qui très facilement peut se terminer en 8. Et je trouve qu'on pourrait avoir une stratégie, pour le coup, de chaîne ambitieuse, comme toutes les chaînes qui ont les premiers numéros, TF1 surfe sur le 1, France 2, France 3, France 4, M6. Je pense que Sénat 8 peut être quelque chose, effectivement, d'intéressant. C'est évidemment quelque chose que nous discuterons avec les équipes et avec vous, mais en tout cas, ça va être une opportunité. Je vous le disais, ça ne doit pas juste être un moment technique dans la vie de la chaîne. Et ça ne doit pas non plus être juste un changement d'habillage. Ça doit être, j'allais dire, l'apothéose de la promesse de ce qui a été construit depuis 25 ans, voilà, qui maintenant va être, comme je le disais tout à l'heure, sur le grand boulevard, donc de manière très visible. Ça, c'est pour répondre à votre première question. Sur mes choix personnels, j'étais en effet arrivé, j'avais fait beaucoup de choses, j'avais fait les grandes chaînes généralistes, 17 ans de service public, j'ai aussi testé le privé dans les chaînes d'information, les différentes tranches d'information, la matinale, le soir, toutes les tranches un petit peu stratégiques. J'ai fait ce que j'ai pu, j'allais dire, pour aider à mieux comprendre, puisque je vous l'ai dit que c'était mon... Voilà, j'ai créé, on parle beaucoup de décryptage aujourd'hui, mais à l'époque, on était le premier à parler de décryptage, le grand décryptage, ce qu'il fallait décrypter, émission hebdomadaire. Et donc, j'avais fait, au fond, j'allais dire, toute la palette de ce que j'estimais dans mes moyens pour aider à mieux comprendre ce monde et jouer mon rôle, justement, de médium, de média, c'est-à-dire, à un moment donné, de moyens de mieux comprendre. J'étais arrivé à un moment où j'ai considéré que le nombre de chaînes d'information faisait que
voilà, il y avait des nouvelles problématiques. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas notre sujet, mais il y avait des nouvelles problématiques qui se posent sur les chaînes d'information traditionnelles et qui est un problème qui ne se pose pas sur la chaîne Public Sénat. Parce que la chaîne Public Sénat, sa mission, c'est justement sa mission. Sa mission, c'est pas de faire l'audience. Alors moi, je considère qu'on doit aussi faire de l'audience, mais en tout cas, on ne va pas être entravé par le fait qu'il faille absolument faire de l'audience. Et l'audience découlera de notre mission. C'est ce qui me pousse à revenir aujourd'hui. Pourquoi je suis parti, je vous le disais. Et pour le coup, c'est un constat que j'ai fait. Comme tous les bons Parisiens, moi, je suis un provincial, je viens des territoires. Et je voyais bien quand même, pour autant, j'étais dans ce milieu, effectivement, qui donnons l'information à tout le territoire, mais je voyais bien les distorsions qu'il pouvait y avoir à un moment donné entre le microcosme, j'allais dire, et la réception dans les territoires. Et donc, je me suis dit peut-être que c'est le moment de passer à l'action sur un autre terrain. Et j'ai vu effectivement des choses qui n'étaient pas extrêmement sexy pour un journaliste. On parle d'infrastructure, on parle de concret, on parle de choses lourdes dans le territoire, mais de choses qui au fond étaient des leviers potentiels pour moi de développement et d'attractivité. J'ai fait ce pari-là avec le président du groupe qui a complètement été convaincu par ma feuille de route, qui m'a proposé de co-diriger le groupe avec lui et d'emmener le groupe dans cette direction. C'est ce que nous avons fait. Nous avons mis 5 ans pour le faire. Je crois que la mission est accomplie. Et pour tout vous dire, ça faisait longtemps que je me disais si Public Sénat était disponible au moment où ma mission sera accomplie, ce serait d'une certaine manière une logique totale. Parce que 20 ans de journalisme, 5 ans patron dans le privé au service des territoires, je me suis dit, effectivement, ça serait parfait. Voilà. Mon retour à la télé n'est pas un retour à l'antenne. Pour rien vous cacher, j'ai été appelé ces dernières années pour revenir à l'antenne, faire des émissions, y compris sur des grandes chaînes. Ça n'est pas mon sujet, ça n'est pas mon souhait aujourd'hui. Mon souhait aujourd'hui, c'est de mettre, j'allais dire, en valeur ces deux expériences, ces deux casquettes, journaliste et chef d'entreprise, pour pouvoir les mettre au service d'une chaîne comme Public Sénat qui me paraît remplir, j'allais dire, toute la mission de ce qui m'a toujours animé depuis toujours. Et vous avez une troisième question qui était, pardon, redites-la moi. C'était sur la séduction du jeune public, mais vous y avez répondu. D'accord, merci. La parole est à Monsieur Benaroche. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Galzi. Justement, pour creuser un peu sur la question qui vient d'être posée et sur votre réponse, parmi les processus dont vous avez fait état concernant donc l'augmentation de l'audience, vous avez parlé entre autres effectivement de la possibilité d'interactivité des émissions de direct au moyen de QR code qui permettrait donc effectivement aux téléspectateurs de poser des questions ou de réagir immédiatement. Vous venez de définir très clairement aussi quelle était la spécificité du Public Sénat et en quoi la recherche de l'audience ne devait pas toucher à cette spécificité, ni même risquer de la contrarier, on va dire ça comme ça. Est-ce que cet appel-là à plus d'audience par l'intermédiaire de cette interactivité, entre autres par les QR codes, ne pourrait pas être un phénomène qui risquerait on va dire presque pas automatiquement, mais qui risquerait de générer une réduction de la part du décryptage, tout ce qui concerne le décryptage dont vous avez parlé de l'actualité, et aussi des travaux parlementaires, puisque vous avez assisté là-dessus, la valorisation du travail du Sénat et des sénateurs est aussi un point crucial pour vous. Alors, j'y ai évidemment réfléchi, c'est une question qui est une question importante, et en réalité, quand je parle d'interactivité, ça n'est pas déléguer une partie de notre mission éditoriale. D'ailleurs, il n'y a rien qui doit nous autoriser à déléguer quelconque partie de notre mission éditoriale. Et je pense notamment, quand je parle d'intelligence artificielle, comme la possibilité d'apporter un service supplémentaire, en rien, ça ne doit toucher les fonctions éditoriales. C'est pareil pour l'interactivité. Ce que ça doit nous permettre de faire, en revanche, c'est de créer un lien peut-être qui n'existe pas aujourd'hui avec nos téléspectateurs, avec les visiteurs de notre plateforme, et à mieux les connaître. Il y a le QR code, mais il y a cet outil de sondage en ligne dont je vous parle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de populations qui ont envie de dire ce qu'elles en pensent, donner leur opinion. Je pense que ceux qui nous regardent, c'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils pensent de ce qu'on fait, ce qu'ils pensent éventuellement du débat sur l'actualité. Ça ne veut pas dire que ça va nécessairement piloter notre éditorial, mais ça veut dire qu'on va le prendre en compte, que ça nous permettra de mieux les connaître. Et c'est aussi d'ailleurs une stratégie en vue d'aller vers une plateformisation accentuée vers Public Sénat+, où à un moment donné, il faudra probablement mettre un système d'abonnement. Alors abonnement gratuit, bien entendu, mais on donnera son nom, son mail. C'est pareil avec l'outil de sondage en ligne. On donne son nom, son mail, ses références, et à un moment donné, on connaît mieux notre communauté, et ça nous permettra de faire en sorte qu'ils nous accompagnent sur la durée. Ce sont des outils en réalité un peu aussi de séduction des nouvelles générations, mais c'est de la séduction pour la bonne cause, j'allais dire. Merci. Bien, je vous remercie. Il nous reste donc environ 15 minutes. Donc, je donne la parole à Madame Nicole Bonnefoy.
Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Galzi. Vous évoquiez la plateforme Bonjour. numérique. Justement, ma question porte sur la plateforme numérique et la radio Public Sénat. Donc, vous proposez de faire évoluer le site publicsénat.fr en une plateforme Public Sénat Plus. Vous l'avez évoqué. Mais nous aimerions vous entendre pour savoir plus précisément quelle serait la plus-value, alors que par ailleurs, vous devez le savoir, le site internet de la chaîne vient juste d'être refondu en plateforme de replay. À quel coût et dans quel calendrier inscrivez-vous ce projet? En outre, vous souhaitez créer également à terme une radio Public Sénat. Pourquoi? Et la priorité n'est-elle pas tout simplement de faire d'abord une bonne chaîne de télévision? Merci pour votre question. Alors, la question de la radio, je crois, prend à peu près une ligne dans l'ensemble de mon mémoire. Mais puisque vous la soulevez, c'est très bien, ça va me permettre de préciser. C'est une vision long terme, voire très long terme, la question de la radio. En fait, ce qui m'intéresse derrière ça, c'est quelle est notre politique sur le numérique sonore. Voilà, c'est-à-dire au-delà de l'image, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez bien compris que la brique urgente, c'est évidemment pas la radio. La brique urgente, à mon avis, c'est les podcasts. Pourquoi? Parce que les podcasts, on le voit, sont des vrais relais de croissance aujourd'hui pour les médias, qu'ils soient d'ailleurs radio ou télé. Hein. Les télés ont de vrais relais de croissance aujourd'hui sur les podcasts. Et donc, je pense que le podcast, au fond, c'est quoi? C'est la mise en son numérique et formatée de nos contenus audiovisuels. Donc, il faut qu'on les renforce. Il faut qu'on soit mieux référencé sur les grandes plateformes de podcast. Donc, Public Sénat Plus, ça va aussi passer par là. À un moment donné, faire des émissions qui sont podcastées, mais qui ne sont pas disponibles sur les Apple Podcasts et les grandes plateformes de référence, ce serait dommage. Et encore une fois, le son aujourd'hui permet d'attirer vers un univers et donc vers notre chaîne de télévision. Donc, quand on parle de son, avant la radio, ce sont d'abord les podcasts. Après, ce que je disais effectivement dans mon mémoire, c'est qu'à terme, on peut imaginer que si on a investi sur des podcasts et que demain, ils peuvent construire une grille, pourquoi pas générer avec une web radio qui est à un coût à peu près quasi inexistant, ce qui permet d'augmenter les points de contact, augmenter l'audience cumulée et donc augmenter les recettes digitales potentielles. Mais ça, c'est vraiment un second temps et vous avez raison, ça n'est pas la priorité. La priorité sur le sonore, c'est le podcast. Quand vous me parlez de Public Sénat Plus, ce que je disais effectivement, alors qu'est-ce que ça change par rapport au site qui vient d'être refondu? D'abord, je tiens à le dire, parce que je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. Le travail qui a été fait a été un excellent travail. Et en fait, ce que je propose, c'est de le poursuivre et de l'accentuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un travail qui a été fait pour qu'on ait une plateforme. On a aujourd'hui une belle plateforme, digne de ce nom. Et je propose donc qu'on aille plus loin, à la fois dans son exposition et à la fois dans les services qu'elle propose. Parce qu'à terme, évidemment, il faudra faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, qu'on puisse avoir des abonnés, c'est-à-dire finalement des gens qui nous suivent et qu'on connaisse mieux, et donc on doit être capable de leur proposer autre chose de ce qu'ils peuvent avoir directement aujourd'hui sur le canal 13, demain sur le canal 8. Donc c'est ça le sens de Public Sénat Plus. Ça passe pas nécessairement par des coûts supplémentaires pour reprendre votre question, mais c'est simplement la mise en place de ces services. Quand je parlais du partenariat, par exemple, sur l'intelligence artificielle, typiquement, ça n'est pas quelque chose qui est un coût supplémentaire. C'est un partenariat de visibilité. Et donc, c'est une façon, j'allais dire, de plateformiser encore un peu plus notre site, tout en ayant des coûts qui ne sont pas modifiés. Merci. Je vous remercie. Il nous reste 2 questions. Madame de la Provôté. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Galzi. Je souhaitais vous interroger sur l'intelligence artificielle qui fait une large part de votre exposé. Vous avez vraiment évoqué cette question. Vous dites que le public doit s'emparer de l'intelligence artificielle et que c'est un outil à transformer en opportunité. Alors à la fois pour faire des économies de fonctionnement, si je comprends bien le contenu de ce que vous avez précisé, mais aussi pour contextualiser les vidéos, les émissions en direct. Sur le plan éditorial, quelle serait la plus-value de ce recours à l'IA par rapport au décryptage des journalistes? Et le corollaire de tout ça, c'est faut-il prévoir des garde-fous déontologiques, puisque dès qu'on évoque la question de l'intelligence artificielle, ce sujet-là se pose très rapidement. Et j'ajouterai une question complémentaire. Vous évoquez largement l'intelligence artificielle dans le cadre de partenariats, et j'aimerais savoir ce que vous
ce que vous entendez par partenariat, puisque ce sont des partenariats avec des acteurs économiques de l'intelligence artificielle. On sait que c'est un vaste marché où les acteurs sont nombreux, les appétits également sont nombreux, et pour le coup, la question également déontologique et des critères est importante, et notamment vous évoquez les valeurs partagées. Comment pouvez-vous les appliquer dans ce cadre-là? Je vous remercie. Merci pour votre question. C'est un sujet qui est fondamental, sur lequel d'ailleurs j'ai eu la chance de travailler dans mes fonctions précédentes, puisque nous avions racheté une filiale qui faisait de l'intelligence artificielle générative, et donc j'ai eu l'occasion effectivement de me poser toutes les questions très légitimes que vous êtes en train de me poser et auxquelles je vais donc essayer de répondre. Sur la dimension éditoriale, il faut que ça soit très clair. Moi, l'intelligence artificielle, elle m'intéresse comme moyen et pas comme fin. Et donc, en l'occurrence, l'éditorial d'une chaîne étant un peu la fin de la chaîne, je considère qu'en aucun cas, l'intelligence artificielle ne doit rentrer dans le champ éditorial. Elle ne doit être qu'un outil, elle ne doit être qu'un moyen. Et quand je propose effectivement ce partenariat, on parle de quoi? On parle d'un système de recherche par mots-clés sur le site. Je ne crois pas que ça ait une influence éditoriale quelconque. En revanche, c'est un vrai service supplémentaire. Et quand je parle d'aller plus loin avec des générations de résumés automatiques, soit de ce qui est dit pendant les auditions, qui sont retransmises en direct, par exemple, sur Public Sénat, ou même des résumés de vos productions législatives, là encore une fois, il n'y a pas de fonction éditoriale, il y a simplement une fonction de service supplémentaire, en l'occurrence de résumé. Doit-il y avoir des garde-fous? Oui, 3 fois oui. Et c'est la raison pour laquelle, en aucun cas, ce système qui ne propose ces résumés, parce que parfois on pourrait être surpris par le résumé, donc on ne va pas se laisser surprendre à l'antenne, on est bien d'accord. Donc en fait, il y aura toujours quelqu'un à un moment donné en régie pour faire ce qu'il fait déjà aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui il écrit les résumés et il les diffuse. Et ben là, il aura effectivement un algorithme qui lui permettra de lui pré-mâcher un petit peu le travail, et puis il le modifiera ou il ne le modifiera pas en fonction, j'allais dire, de sa perception justement éditoriale et légitime parce qu'humaine, on est bien d'accord. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que ça véhicule beaucoup de fantasmes, beaucoup de peurs, certaines peurs à mon avis à juste titre d'ailleurs. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais être très clair aujourd'hui. Quand je dis que ça ne doit pas avoir d'incidence éditoriale, ce qui fonde une télévision, c'est l'image qu'elle produit. En aucun cas, nous ne devrons jamais utiliser de l'intelligence artificielle générative d'images. On sait aujourd'hui, les algorithmes aujourd'hui savent faire de l'image, des photos, des vidéos qui n'existent pas. Nous avons, je crois, une mission justement, et nous devons être un référent entre la fake news et la véritable information. Et en aucun cas, même pour un propos qui serait un propos pédagogique, utiliser une image artificielle, à mon avis, ne serait acceptable sur Public Sénat. Donc, vous voyez, je suis très clair sur la doctrine, j'allais dire, par rapport à l'intelligence artificielle. Pas de place dans l'éditorial, pas de place pour la confusion. Je pense même d'ailleurs qu'on devrait s'enorgueillir de dire nous sommes une télévision qui ne recourront jamais à l'intelligence artificielle pour la génération d'images. Je crois que c'est quelque chose qui pourrait être un label intéressant pour Public Sénat. Donc vous voyez bien par les réponses que je vous fais que je suis non seulement d'accord avec les questions que vous posez, que je me les suis posées aussi, et que pour répondre fondamentalement à la question, je ne vois cela que comme la possibilité d'un service supplémentaire qui ne remplacera pas un être humain, loin s'en faut. Et pour terminer sur la question du partenariat que vous m'avez posée, moi, je me méfie des trop gros, effectivement, parce qu'on n'a pas accès aux algorithmes, on ne sait pas vraiment comment ils les tournent, j'allais dire. J'ai eu la chance, on a la chance en France d'ailleurs d'avoir un écosystème de jeunes chercheurs et de jeunes entrepreneurs qui n'ont rien à envier aux géants de la Silicon Valley dans leur capacité à un moment donné d'utiliser justement les nouveaux outils pour faire des choses qui ont du sens. Et en l'occurrence, là, je parlais d'une start-up française qui est à l'échelle humaine, qui est d'ailleurs pour le coup, c'est un fils de parlementaire. Donc, en fait, il a ce tropisme dans la famille en disant comment est-ce que je pourrais aider à promouvoir la production législative. C'était ça son sujet. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai eu l'occasion de voir ce que donnait son algorithme. Et je me suis dit que si cela pouvait vous intéresser, ça pourrait être un partenariat intéressant. Maintenant, je voudrais être aussi assez clair sur un autre point, que ce soit ce partenariat ou d'autres, que ce soit l'idée de la radio à long terme, ou que ce soit d'autres idées que vous avez pu voir dans mon mémoire. En fait, j'ai proposé une vision globale qui va du court terme au long terme. Évidemment que les priorités et les pistes que nous suivrons ou non seront définies de concorde avec vous et en accord avec vous. Ça me paraît assez évident, mais je pense que c'est important de le préciser. Merci. Bien, je vous remercie. Il reste donc 5 minutes pour la question de Madame Guillotin et votre réponse. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Galzi. Moi j'aurais 2 questions à vous poser. Une... Votre micro. Coupé. Donc, chaque fois qu'on... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil.
Donc 2 questions rapides. La première sur les documentaires, vous l'avez dit et nous partageons, sont des vecteurs d'audience effectivement importants et ça conforte en fait le positionnement qualitatif de la chaîne. Est-ce que vous pouvez, vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les grands axes donc, de votre politique en matière d'offres documentaires? Et un deuxième sujet sur lequel je ne vous ai pas entendu en fait, c'est sur les sujets européens. Quelles seraient ou quelles pourraient être vos ambitions pour la chaîne Public Sénat? Micro. Ouais. En fait, je crois que les uns débranchent les autres à chaque fois, c'est ça qui se passe. Sur la question de l'Europe, je vais y répondre en premier parce que c'est très important. Et si vous ne m'avez pas entendu spécifiquement en parler, c'est parce que je considère que les questions européennes doivent irriguer, à mon avis, l'ensemble de l'antenne de Public Sénat. Et donc je me suis évidemment posé la question avant de rendre mon mémoire, est-ce qu'on fait un format supplémentaire? Il existe déjà ici l'Europe, qui est un très beau format qu'il faut évidemment maintenir. Est-ce qu'on réoriente peut-être ici l'Europe vers justement des choses qu'on ne voit pas assez aujourd'hui? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, je trouve, en regardant l'antenne, que peut-être qu'on ne perçoit pas assez les enjeux européens globalement, et surtout le rôle du Sénat dans ces enjeux européens. Parce que je pense que les Français ne le savent pas très bien, mais au fond, vous avez quand même une mission très importante sur ce terrain. C'est ni plus ni moins que de vérifier que ce qui va être transcrit en droit français et qui vient de l'Europe est dans l'intérêt des Françaises et des Français. Donc c'est quand même juste pas rien comme mission. Et ça, j'aimerais que ça se voit effectivement un peu plus. Je ne suis pas sûr que ça passera par un format dédié. Moi, je pense que ça peut passer, pour le coup, je reboucle avec votre première question, justement, peut-être par des documentaires ou par d'autres cases, mais où à un moment donné, effectivement, comme vous êtes, j'allais dire, à la vigie, à la fois en amont, et puis ensuite dans le contrôle de subsidiarité, et puis ensuite dans la transcription, vous êtes à toutes les étapes, j'allais dire, des lanceurs d'alerte potentiels, de choses qui pourraient arriver de l'Europe et qui ne seraient pas satisfaisantes, et bien probablement que Public Sénat doit être une plus grande caisse de résonance sur cette capacité de travail amont que vous avez, soit par la commission qui s'occupe de ces questions-là, la commission sénatoriale des affaires européennes, ou aussi par la COSAC, qui est un rassemblement avec les autres parlements européens. Je pense qu'on doit aller creuser ça. Ça, à mon avis, pas été fait. Ça, c'est pour la question de l'Europe. Et puis sur la question des documentaires, quand je disais renforcer les documentaires, déjà cette thématisation une fois par mois pour des questions de prospective me paraît intéressante pour comprendre le monde qui vient. Évidemment, comme j'ai conscience de la contrainte budgétaire, j'ai essayé de proposer des choses qui se fassent beaucoup en coproduction. Donc, je le disais tout à l'heure, des coproductions événementielles avec LCPAN, des coproductions avec la PQR dans les territoires. Et puis peut-être tout simplement aussi une meilleure diffusion, j'allais dire, des documentaires sur l'ensemble de la grille. Aujourd'hui, ils sont très concentrés sur le week-end et on comprend bien pourquoi, puisque le week-end, on n'est pas dans une antenne en direct. Donc, les documentaires ont été concentrés le week-end. Il y a des très belles expositions et c'est très bien. Je pense qu'on gagnerait peut-être à récupérer des belles choses qu'on voit le week-end pour aussi pouvoir les revoir en semaine. Mais quoi qu'il en soit, clairement, c'est pas un hasard si le documentaire avec les QAG, les questions gouvernement, sont aujourd'hui les plus grosses audiences de la chaîne et je pense qu'il faut en tenir compte. D'une manière générale, d'ailleurs, si vous m'accordez votre confiance, je pense que la question des audiences, même s'il n'est pas un préalable, elle est, à mon avis, un thermomètre très, très important pour comprendre au moins si on rate notre cible ou pas. Et donc ça, c'est un travail que je ferai quand on parlait des priorités tout à l'heure, c'est de voir effectivement est-ce qu'il y a des émissions qui ratent leur cible, est-ce qu'il y a des émissions qui ne la touchent pas suffisamment. Et c'est là où on pourra justement affiner cette grille dont je parlais tout à l'heure. Merci. Eh bien, monsieur, je vous remercie pour vos réponses. Nous sommes parfaitement dans les temps et maintenant le moment est venu de conclure. Je vous donne donc la parole pour 5 minutes. Merci. Eh bien, peut-être pour cette conclusion, je voudrais dire un mot aux équipes de Public Sénat qui sont sûrement en train de nous regarder avec beaucoup d'intérêt, j'espère, avec beaucoup d'attention, c'est sûr. Et je voudrais leur dire en tout cas qu'en tant que téléspectateur, moi, je trouve qu'ils ont effectué un travail remarquable, en particulier étant donné la contrainte budgétaire qui était la leur. Et je voudrais leur dire que si vous m'accordez votre confiance, eh bien, ils pourront me trouver à leur côté. Et je compte aussi sur eux pour mener cette aventure un peu plus loin. Si vous m'accordez cette confiance, je vais résumer ce que je vous ai dit au préalable. Je poursuivrai le cap parce qu'au fond, ce n'est pas un nouveau cap. C'est une poursuite d'un cap qui a déjà été fixé, qu'on va amener plus loin. Je poursuivrai le cap avec vraiment en tête ces 3 objectifs dont je vous ai parlé. Encore une fois, le premier, c'est d'accroître la visibilité de l'action locale et donc votre visibilité sur l'antenne. Le deuxième,
eh bien, c'est d'aider à mieux comprendre ce monde en pleine mutation. Et puis le troisième, c'est de parler au plus grand nombre possible, et en particulier aux nouvelles générations, parce que on a quand même un sujet aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça n'a échappé à personne. Beaucoup trop de jeunes ne s'informent plus uniquement que sur les réseaux sociaux. On ne doit pas abandonner le terrain, on ne doit pas les laisser, on doit aller les chercher et on doit aller les ramener vers nos contenus. Ça, c'est une conviction forte que j'ai. Et donc, si vous m'accordez votre confiance, je mènerai ces 3 objectifs pendant toute la durée de mon mandat. Peut-être que c'est important de le préciser aussi. Ça va durer 3 ans. 3 ans pendant lesquels je ferai tout pour que Public Sénat devienne le média global de l'action locale. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et donc maintenant, nous allons procéder à l'autre audition, étant donné que la vôtre est terminée. On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci bien. Merci. Au revoir. Et j'invite donc Monsieur Casalta à entrer. Monsieur Casalta, veuillez prendre place. Je vous rappelle le déroulement de votre audition de 50 minutes. Tout d'abord, 10 minutes pour vous présenter, puis 35 minutes précisément d'échange avec la commission, enfin 5 minutes pour votre conclusion. J'insiste sur le fait qu'il faudra appuyer sur votre micro à chaque fois que vous souhaitez prendre la parole, que vous avez également un petit chronomètre pour vous repérer, notamment pour votre présentation de 10 minutes, puis la conclusion. Et le moment des 35 minutes, nous gérerons de telle sorte que vous ayez plus ou moins de temps en fonction des réponses. Je vous donne donc la parole pour une durée de 10 minutes. Ça y est, j'ai appuyé. Madame la Présidente, Monsieur le questeur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, je suis vraiment très honoré d'être aujourd'hui devant vous au Sénat. Car il faut bien le reconnaître, nous vivons une époque un peu particulière. Et dans ce contexte politique troublé, le Sénat est un repère solide, de plus en plus visible. Alors, le projet que je viens vous présenter, c'est de faire grandir Public Sénat à la hauteur des attentes de cette époque particulière, d'être le média référent qui accompagne cette façon sénatoriale de servir les citoyens, les territoires et la République. Car oui, je suis convaincu que les Français sont en attente. Ils sont en attente de proximité, de débats responsables et d'une vision d'avenir. Bref, de considération pour leur intelligence de citoyen. De Sénat, en quelque sorte. Alors, comment répondre à cette attente? C'est l'objet de mon projet, le respect du citoyen, des territoires et de la République. Il se déploie en quelques priorités stratégiques dans un cadre qui découle directement de la loi qui porte création de la chaîne parlementaire. Ce cadre, c'est d'abord que Public Sénat est la chaîne du Sénat. Cela engage la chaîne à conforter et enrichir son offre éditoriale avec des pans encore peu exploités du travail sénatorial, que ce soit dans les délégations, dans les commissions, ou bien encore dans le contrôle de l'action publique, par exemple. C'est ensuite l'impartialité. Public Sénat n'est pas soumise à l'Arcom, mais à l'exigence d'impartialité. Vous le savez, c'est votre décision. C'est une exigence très forte. Je crois que cette exigence est une chance. Dans un monde de plus en plus polarisé, secoué par la masse des fausses nouvelles, je suis convaincu que porter avec humilité, mais avec résolution, l'exigence de l'impartialité est un atout. Dans une démocratie numérisée, il faut des marques certifiantes. Public Sénat sera l'une d'entre elles. Dans un contexte de défiance vis-à-vis des médias traditionnels, Public Sénat doit être une des voies identifiées de l'accès à une information certifiée. C'est enfin
la redevabilité. Le statut de chaîne du Sénat, la fréquence TNT, le financement sur fonds publics, tout cela oblige la chaîne vis-à-vis des Français et du Sénat. Cela l'oblige d'abord dans la maîtrise rigoureuse de son budget. Cela l'oblige dans la clarté de ses relations avec ses audiences et son actionnaire. Je proposerai en conséquence la mise en place d'un baromètre qualitatif des audiences. Je m'appliquerai à ce que chacune et chacun des sénateurs soit reçu par Public Sénat, enfin, sauf ceux qui ne le souhaitent pas, évidemment. Et je veillerai aux équilibres de représentation des femmes et des hommes à l'antenne. Dans ce cadre exigeant et nécessaire, je concentrerai les efforts de la chaîne sur quelques priorités opérationnelles. La première d'entre elles est la proximité avec les territoires. Vous le savez, la Constitution a peu de mots inutiles. En confiant la représentation des collectivités locales au Sénat, elle a gravé l'importance du lien entre démocratie locale et démocratie nationale. C'est pour cela que je souhaite, d'une part, montrer l'impact concret des sénateurs depuis le vote de la loi jusqu'au contrôle de sa bonne application sur le terrain, avec un magazine qui pourrait s'intituler « Droit de suite », pour une expression que j'ai vue récemment dans la parution d'un rapport. Et d'autre part, aborder la transformation des départements, des régions et des DROMCOM avec Chambre des territoires, une émission itinérante de débat autour des transformations économiques et sociales d'un territoire et des enjeux de la décentralisation. Je voudrais produire ces deux nouveaux programmes en partenariat avec les médias locaux afin de renforcer le lien entre eux et la chaîne. Enfin, je souhaite accroître la présence à l'antenne des élus locaux et en particulier des maires. L'idée, c'est que la chaîne se nourrisse à l'énergie des territoires, qu'elle montre un Sénat qui laisse toute sa place au combat politique sans jamais s'éloigner des réalités concrètes. La deuxième priorité, c'est le temps long. Autre caractéristique majeure de votre Assemblée. Le Sénat a le respect de l'histoire. Il a aussi une passion ancienne et croissante de réflexion autour des grands enjeux pour l'avenir du pays. C'est pour cela que je proposerai d'installer une émission bimestrielle de prospective, Agenda 2050, qui s'appuiera notamment sur les travaux du Sénat, une thématique qui est, je crois, très susceptible d'intéresser les plus jeunes générations, car en fait, elle parle d'eux et de leur vie. Je pense également que cette notion de temps long s'applique à la redécouverte des grands moments du Sénat, de la République, des grands personnages de la République et du Sénat, à l'étude des fondamentaux des sciences politiques. Le 150aire du Sénat en sera d'ailleurs une occasion. Ces thèmes participent aussi de la mission d'éducation civique depuis le Sénat, une mission fondamentale. Le troisième axe, c'est la transformation numérique de l'entreprise dans les domaines de l'offre, de la production, de l'organisation. Public Sénat doit rentrer dans l'ère du contenu numérique amplifié, en proposant des contenus signatures, comme une extension numérique de Sens Public, en proposant des formats audio d'interviews de longue durée, en produisant des contenus exclusifs et adaptés sur certains réseaux sociaux, comme un book-talk animé par une figure de la chaîne, par exemple, ou bien encore des compléments inédits des reportages de la chaîne, en pensant dès l'origine l'exploitation multi-support de chacun des programmes et en systématisant leur distribution podcast grâce à de nouveaux accords de distribution, en intégrant des espaces d'interactivité avec les Français, grâce à des questions qui pourraient être récupérées via nos réseaux sociaux ou bien encore des outils spécifiques, en engageant une politique de consultation numérique citoyenne en association avec des entreprises de la civic tech et des médias locaux sur les thèmes en rapport avec le quotidien des Français. La transformation numérique, c'est aussi l'intégration de l'intelligence artificielle dans le processus de production. Le contrôle qualité, l'analyse des audiences et des données, les traitements administratifs pourraient être facilités. La production de bandes annonces, d'infographies, le chapitrage des contenus peuvent être simplifiés. J'ouvrirai donc le dialogue avec les équipes sur les expérimentations à mener et consacrerai une part de l'effort de formation de l'entreprise à cet objectif. Le quatrième axe, c'est la conquête d'audience et la puissance de la marque. Public Sénat doit événementialiser son antenne, renforcer la visibilité et la modernité de sa marque sur tous ses supports.
l'habillage est un outil essentiel du marketing d'antenne. Il faudra, étape par étape, refondre celui-ci pour gagner en efficacité sur le canal hertzien et surtout en visibilité sur les plateformes de distribution numérique. La marque se travaille aussi sur le terrain, en renforçant les partenariats avec la PQR, les radios et télé locales pour que Public Sénat y soit plus visible, en améliorant la présence de la chaîne sur le terrain, toujours, à l'occasion de certaines des manifestations culturelles les plus marquantes de vos territoires, grâce à une politique de partenariat plus volontariste. Et Public Sénat doit enfin, à l'addition de ces différents supports de distribution, conquérir de nouvelles audiences en veillant à toucher aussi un public plus jeune. Ce sont avant tout des environnements numériques que viendra la progression sur ces audiences spécifiques. La chaîne mettra donc en place des indicateurs de suivi d'audience, réseau par réseau, avec une attention marquée aux différentes classes d'âge. L'objectif sera de doubler le nombre d'abonnés. Le canal TNT doit contribuer à la progression de la durée d'écoute, ce qui nécessite un travail qualitatif à l'intérieur des programmes et probablement une meilleure coordination artistique et de programmation avec LCPAN. Avec quels moyens? C'est le dernier axe de mon projet. La gestion des moyens et des ressources, comme j'ai eu à le faire depuis 25 ans en tant que dirigeant. La richesse et les moyens de Public Sénat, c'est d'abord son équipe. Une équipe de qualité qui a réalisé un travail significatif sous l'autorité de Christopher Baldelli. Oui, c'est juste, on peut regarder la différence sur Public Sénat. Une équipe, c'est aussi un état d'esprit. J'ai appris de mes différentes expériences l'importance d'un comité de direction solidaire et d'un climat serein pour le bon fonctionnement d'une communauté professionnelle. Je m'y emploierai. Les moyens financiers ensuite. Avec l'hypothèse d'une dotation du Sénat stable, la chaîne doit à la fois trouver les moyens d'une optimisation de ses dépenses, directement ou grâce à des mutualisations, et d'un développement de ses ressources propres. J'imagine qu'on y reviendra dans vos questions, mais je m'impliquerai directement dans le développement de la politique de parrainage, dans les relations avec la régie publicitaire, et je rechercherai des partenariats avec les chaînes européennes parlementaires pour soumettre des projets éligibles à des financements européens. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, vous le savez, nous avons devant nous 3 années peu communes. Je vous invite à conclure. Qui vont voir se succéder les campagnes municipales, sénatoriales, présidentielles. Mon projet, c'est en somme d'offrir une chaîne à la hauteur du Sénat, des citoyens, des territoires et de la République, c'est-à-dire des Françaises et des Français. Je vous remercie. Donc, le moment est venu pour cet échange de 35 minutes. Nous allons poser plusieurs questions. Le temps moyen pour la question et la réponse est d'environ 3 minutes. Mais on vous laissera souffler au fur et à mesure de vos réponses en fonction du temps qui nous restera. Donc, je commence par 3 questions. Je vous propose de répondre d'abord à la première. Et puis après ça, il y aura un groupe de 2 questions auxquelles vous pourrez répondre en bloc. Une question sur votre parcours professionnel. Donc, vous avez travaillé dans le service public audiovisuel, France 3 Corse, France Média Monde, France Bleu. Et puis, en 2023, vous avez quitté Radio France. Pouvez-vous nous préciser les raisons de ce départ et de cette réorientation encore récente? C'est à vous. Comme vous l'avez dit, j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle dans le secteur public audiovisuel, à l'INA également, où j'ai tenu différents niveaux de responsabilité dans le domaine de la formation, des finances, du marketing, de la distribution, des fonctions de management général également, dans le domaine éditorial, comme dans la direction générale. J'ai également été PDG de CFI, qui est un organisme de coopération dans le domaine du développement et dans le domaine de la communication, qui est un organisme du ministère des Affaires étrangères. Et ces 5 dernières années, j'ai été directeur de France Bleu. Une expérience absolument passionnante durant laquelle j'ai engagé la transformation numérique de France Bleu, réorganisé sa gouvernance, réorganisé ses processus de production et lancé un immense chantier, les partenariats avec France Télévisions, le rapport directement entre France 3 et France Bleu, les matinales filmées, la marque commune, toutes ces choses que l'on voit se renforcer aujourd'hui. J'ai quitté France Bleu à l'issue du premier mandat de la présidente de Radio France, qui m'avait fait venir au début de son premier mandat, après avoir accompli ces missions-là.
et considéré qu'il était temps pour moi de réfléchir à une suite, puisqu'il faut être honnête avec soi-même. De la même manière que je suis parti de l'INA au bout de 7 ans, après avoir fait de l'INA un établissement d'enseignement supérieur du ministère de l'Éducation, ministère de la Culture, pardon. De même que j'ai mené l'évolution de France 3 Corse en doublant sa programmation lors de mon passage. J'ai aussi considéré que ce que j'avais apporté à France Bleu, je l'avais donné pleinement. Et que comme à chaque fois que j'avais mené une expérience professionnelle, j'avais rempli mon engagement vis-à-vis de l'entreprise et de ses équipes. Et je dis « et de ses équipes » parce que pour moi, c'est extrêmement essentiel. À chaque fois, c'est une rencontre humaine. Alors, qu'ai-je fait depuis ? Eh bien, ma foi, je me suis occupé de production audiovisuelle, puisque j'ai développé une série de 4 projets documentaires. J'en ai écrit un 5e. Je suis d'ailleurs dont je suis en train de finaliser le tournage en ce moment. Je vous remercie. Maintenant, si vous devenez PDG de Public Sénat, quelle sera votre première décision ? Que conserverez-vous ? Que modifierez-vous ? Quelle nouvelle impulsion souhaitez-vous donner dès le départ à la chaîne ? Vous proposez en particulier la création de 2 nouvelles émissions, La Chambre des territoires dont vous avez parlé, un magazine itinérant avec les médias locaux et une émission droit de suite sur l'impact du travail au Sénat d'un sénateur sur son département. Par rapport au programme existant, quelle serait la plus-value de ces nouvelles émissions ? Pour leur faire une place dans la grille, quelles émissions actuelles envisageriez-vous de supprimer ? Je crois que la première chose à faire, en tout cas c'est ce que j'ai fait moi à chaque fois que j'ai pris des fonctions de direction dans une entreprise, c'est la rencontre avec les équipes. La démission de Christopher Baldelli entraîne mécaniquement une période de point d'interrogation pour les collaborateurs de la chaîne. Enfin, c'est normal et c'est d'ailleurs le cas dans toutes les entreprises. Et donc c'est le premier devoir, je crois, d'un dirigeant, quel qu'il soit, quel que soit son poste nommé, d'être à la rencontre de ses équipes pour partager le projet qu'il vient porter, organiser les méthodes de réflexion collaborative et collégiale qui vont être mises en place pour préparer la mise en place de ce projet. C'est la première chose. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question, comme vous l'avez compris, mon projet consiste à renforcer la dimension territoriale de la chaîne sur un de ses pans et la dimension numérique. Je crois au contact. Je crois profondément au contact. D'ailleurs, à France Bleu, pour revenir sur France Bleu, je crois que j'étais le premier directeur à faire le tour des 44 stations locales de France Bleu. Il se trouve que j'ai été le premier à être 5 ans à la tête de France Bleu aussi, mais il faut un petit peu le temps de le faire quand même. Et donc, c'est pour cela que ces 2 émissions que je cite, mais il y en a d'autres, c'est organiser une vision globale du rapport entre le national et le local sur un aspect concret à chaque fois, puisque en fait sur Droit de Suite, il s'agit clairement d'être dans la démonstration que depuis le vote de la loi, le Sénat, les sénateurs s'emploient à sa bonne exécution, à son contrôle sur le terrain. Encore une fois, une manière de démontrer qu'il n'y a pas de déconnexion entre, pour caricaturer, Paris et les régions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet dans la Chambre des territoires, c'est que je pense qu'il faut aussi animer le débat sur les avenirs des territoires. Si je prends l'exemple de la Meurthe-et-Moselle, magnifique département, il est pourtant promis, d'après l'INSEE, à une lente décroissance démographique. Quels sont les sujets ? Comment on anime la réflexion autour de ce territoire avec des acteurs politiques, des acteurs économiques, pour réfléchir à la réorganisation de ce territoire, ses projets de développement, que sais-je. C'est ça le sujet de Chambre des territoires.
Je vous remercie. Je passe donc maintenant la parole à mon collègue Sigolotti. Merci Madame la Présidente. Monsieur Casalta, j'aurais pour ma part 2 questions liées bien sûr à la dotation de Public Sénat et aux ressources de la chaîne. Chacun connaît les contraintes fortes qui pèsent sur les finances publiques. Votre projet en prend acte en proposant de nouvelles ressources propres et une optimisation des dépenses. S'agissant de ces mutualisations avec la chaîne LCPAN, vous évoquez notamment des appels d'offres en commun. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions? Jusqu'où pensez-vous que l'on puisse réaliser ces mutualisations techniques sans remettre en cause l'autonomie et l'identité de chaque chaîne? C'est ma première question. Et deuxième question qui concerne le développement des ressources propres. Pour ces dernières, vous proposez d'accroître des partenariats sur des programmes courts et de développer la publicité d'intérêt général. Quelles recettes supplémentaires en attendez-vous? De la même manière, vous envisagez des ressources nouvelles, je cite, tirées de cycles de conférences et une fondation d'entreprise Public Sénat pour le développement de la culture citoyenne. Afin de financer des programmes dédiés à l'histoire, pourriez-vous développer cette proposition qui figure dans votre projet? Merci, Monsieur Casalta. Ça marche. Monsieur le questeur, concernant le rapport avec LCPN, enfin du point de vue de l'aspect ressources et moyens. Madame la Présidente l'a rappelé, j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle dans le secteur public audiovisuel. Vous savez que le sujet des coopérations ne nous est pas inconnu. Il anime même assez régulièrement les discussions, sans pour autant remettre en cause l'autonomie éditoriale et les différences de chacune des propositions éditoriales. Il y a un outil technique qui est en commun aujourd'hui, en termes de diffusion entre LCPAN et Public Sénat. On peut imaginer des choses qui ont un rapport au système d'information des ressources humaines. On peut imaginer des choses qui ont un rapport avec la maintenance des équipements audiovisuels propriétaires en matière de production de chacune des 2 entreprises. Voilà le type de mutualisation que j'imagine. C'est la première chose. Il y a un deuxième sujet qui est plus un aspect artistique, c'est que comme moi je propose, parce que je pense que c'est important de refondre l'habillage de la chaîne, ça ne peut pas se faire en totale déconnexion avec un bout de réflexion commune avec LCPN, parce qu'on a un canal TNT en commun et qu'on a des téléspectateurs de l'autre côté, et qu'en fait il faut leur proposer quelque chose qui soit cohérent et pas totalement déconnecté d'une chaîne à l'autre. Voilà le type de réflexion en commun que j'imagine. Après il y a le sujet strictement éditorial. On a une émission en commun aujourd'hui avec 2 d'ailleurs, parce qu'il y en a une qui est aussi France Média Monde, mais je veux dire, qui est Parlement Hebdo. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à titre événementiel qu'on peut traiter? Est-ce qu'on peut allonger Parlement Hebdo? Voilà, ce sont des choses qui peuvent également se regarder, mais ça ne remet à aucun moment en cause la différence entre les 2 chaînes, qui moi me semble totalement essentielle. C'est le premier point. Le deuxième point concernant les ressources propres, effectivement, j'évoque dans mon projet la possibilité d'étudier une fondation qui serait non pas dédiée à l'usage, au bénéfice exclusif de Public Sénat, parce que dans ce cas-là, ce ne serait pas une fondation, mais s'il s'agit de produire des programmes qui ont trait à l'éducation civique au sens large, les sciences politiques, l'histoire du Sénat, de la République, les grands personnages qui ont fait l'histoire de la République, je pense que honnêtement, ça doit rentrer dans le cadre d'une fondation. Encore une fois, c'est un sujet qu'on étudiera. Puis d'ailleurs, environné de légistes, je pense qu'on trouvera solution pour chercher ensemble une solution, mais de manière à pouvoir mutualiser, rapprocher des mécènes autour de ces projets particuliers. Voilà, ça c'est un des éléments. Ensuite, il y a ce qu'on peut faire dans le domaine de la publicité. J'ai eu à diriger une régie publicitaire, j'ai eu à travailler avec France Télévisions Publicité, donc je sais que c'est dans l'animation régulière du débat avec la régie qu'on peut trouver des solutions d'optimisation des ressources. Et je pense ensuite qu'il y a une question de produits dérivés, effectivement. Est-ce que ça a du sens d'avoir de l'édition Public Sénat?
Est-ce que ça a du sens d'avoir des séries de cycles de conférences Public Sénat? Oui, je pense que c'est des choses qu'il faut aborder, parce que de toute façon, il va falloir être imaginatif. Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Ouzoulias. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Casalta. J'ai 2 questions rapides. La première sur l'accroissement des audiences. J'aimerais que vous nous précisiez vos ambitions dans ce domaine. Et puis par ailleurs, dans votre projet, vous nous dites avoir l'ambition de doubler en 3 ans le nombre d'abonnés des jeunes sur Instagram et TikTok. Comment vous allez faire? J'ai compris dans votre propos introductif que vous souhaitiez entretenir et développer l'intelligence du citoyen et favoriser le travail dans le temps long. Est-ce que ces 2 notions sont vraiment compatibles avec ce qu'on trouve aujourd'hui sur Instagram et TikTok? Je vous remercie. Il faut y croire, Monsieur le Vice-président. Il faut y croire. Alors, dans le domaine de l'audience, il y a 2 points essentiels en fait. On a sur le canal TNT, on est à 0,4% de PDA, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le dernier chiffre dont je dispose, et 25 millions de personnes en termes de couverture mensuelle. Bon, c'est de l'audience cumulée. Et on est à peu près à 1 100 000 abonnés sur le numérique, enfin, en tout cas au dernier décompte que j'ai fait. On a un canal TNT avec un volume global de présence des Français qui se réduit sur la TNT et une situation d'un léger vieillissement de la consommation sur ce canal. Et on a une situation extraordinairement dynamique sur les réseaux sociaux et sur le numérique en général. Ma conviction, c'est qu'on doit s'appuyer certes sur les deux ensembles pour les organiser de cette manière-là un peu rapide, mais que c'est d'abord des audiences numériques que viendra la progression, et en particulier sur les publics jeunes, vous l'avez dit, enfin, on est sur des niveaux d'implication. Il y a 80% des jeunes de ce pays qui sont sur les réseaux sociaux. On a au total 50 millions de personnes d'ailleurs qui sont sur ces réseaux sociaux. Le réseau le plus jeune, TikTok, a gagné presque 5 millions d'utilisateurs en 12 ou 14 mois. C'est donc bien là qu'il faut aller chercher la jeunesse. Et il faut respecter les codes de ces réseaux sociaux. Quand je parle, par exemple, enfin, c'est vraiment un exemple, mais un BookTok qui est animé par une figure de la chaîne, c'est pas se renier que d'appliquer les codes des réseaux sociaux, tout en maintenant l'exigence que l'on a de sa propre offre éditoriale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la manière de faire. Je veux dire, c'est même comme ça que je vois mon métier, tout court. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des codes qui sont propres à chacune des générations ou à chacun des types de réseaux sur lesquels on investit, et ensuite il y a le fond, ce que l'on défend. Et ça, il ne faut jamais se renier. Bien, je vous remercie. La parole est à Madame la Provoté. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Casalta. Donc mes questions vont aborder la question de l'intelligence artificielle. Vous, dans votre projet, je cite, vous dites « ce n'est pas une mode mais une révolution ». Ce en quoi les avis effectivement convergent. Dans votre projet, vous envisagez le recours à l'intelligence artificielle comme une aide à la production, tout en excluant du champ éditorial. Et d'ailleurs, vous insistez sur ce sujet. Pourriez-vous préciser, s'il vous plaît, s'il y aura des règles déontologiques et sur quelles fonctions, puisque c'est le corollaire évidemment de cette question, vous comptez utiliser l'intelligence artificielle? Quels sont
vos processus, comment on doit organiser la veille, le suivi, la surveillance, le contrôle, enfin tous ces sujets qui garantissent derrière à la fois l'exigence d'indépendance et l'exigence de qualité. Et sur la question des économies liées à l'usage de l'intelligence artificielle, pourriez-vous préciser quel type d'économie vous attendez de l'intelligence artificielle? Je vous remercie. Merci Madame la sénatrice pour votre question. Effectivement, c'est un sujet. D'ailleurs, je crois que vous avez produit, le Sénat a produit un rapport sur l'intelligence artificielle. Alors, non pas les médias, mais les métiers du droit, si je me vaste sujet aussi. Voilà, comme vous le rappeliez, de toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà. Ceci étant dit, donc comment on fait avec cette absence de choix? Je pense qu'il faut y aller avec quelques convictions. La première, c'est que le travail éditorial, c'est le domaine exclusif de l'intelligence humaine. C'est ma conviction. Et qu'ensuite, il y a l'évolution des technologies, mais à la limite, on parle d'intelligence artificielle. Si on fait un peu d'histoire économique, on pourrait revenir un peu en arrière. Hein. La question se pose à titre régulier, de manière plus ou moins brutale et plus ou moins rapide, mais à titre régulier. Et là, il faut expérimenter. Alors, il faut expérimenter sans tomber dans le travers qu'ont connu un certain nombre d'entreprises, hein, c'est d'investir sans savoir où elles allaient. Puisqu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est des gains, mais c'est donc un investissement en amont, hein, comme souvent en économie. Et pour le coup, donc, il faut pas se tromper. Donc, il y a plusieurs choses selon moi. Un, il y a faire un état de l'art sur l'état de réflexion des différentes entreprises du secteur audiovisuel au sens large. Hein. Aujourd'hui, des entreprises comme TF1, comme M6, comme France Télévisions réfléchissent à ces sujets-là, avec une approche sur les problématiques déontologiques qui ne doit pas être si éloignée que ça de celles qu'on pourrait mener. Donc en fait, c'est un partage de la réflexion. Hein, c'est pas de monter un think tank intra-Public Sénat qui réfléchirait à 4,5. C'est pas ça le sujet. C'est d'avoir une réflexion la plus large possible, parce que, par exemple, il y a des outils qui vont aider au déploiement de bandes annonces. Il y a des outils qui vont aider au contrôle qualité sur les conducteurs d'antenne. Ça, c'est des choses extrêmement, je crois, extrêmement importantes et extrêmement utiles. Vous parlez de déontologie. C'est pour ça que je parle d'expérimentation. En fait, c'est pas une évolution qu'on fait sans les équipes. D'ailleurs, ça n'a pas de sens, en fait, de le penser autrement que comme ça. Et donc, je pense que c'est dans l'échange avec les équipes, hein, éditoriales, techniques, etc., qu'on trouve le cadre qui va permettre de déployer d'abord des expérimentations et ensuite d'investir pour de bon dans l'évolution du processus de production. Le but, c'est de faire en sorte que l'intelligence collective puisse s'investir sur des sujets plus éditoriaux, plus en valeur ajoutée, et de laisser d'autres choses à l'intelligence artificielle. Bien, je vous remercie. Il nous reste donc 15 minutes pour 4 questions. Je donne la parole à Madame Borchio-Fontimp. Merci Madame la Présidente, Monsieur Casalta. Votre stratégie numérique comporte plusieurs axes. Il y a la segmentation par réseau social. Vous avez parlé aussi de politique d'hyper-distribution et puis le développement d'une appli aussi Public Sénat. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre priorité ou vos priorités, quel calendrier et puis quel coût vous prévoyez pour la mise en œuvre de ces projets? Et enfin, vous proposez aussi d'élargir l'offre de podcasts de la chaîne. Donc, comment comptez-vous y parvenir? Là aussi, pour quel coût et éventuellement quel partenariat? Je vous remercie. Merci, Madame la sénatrice. Effectivement, je consacre un large pan de mon projet au sujet numérique. Et j'évoque plusieurs pistes assez concrètes dans le domaine de l'offre et de la distribution et de la production. En termes de priorité, il y a d'abord s'appuyer sur ce qui marche. Je trouve que le site est plutôt... Enfin, honnêtement, il y a eu une récente évolution du site là en novembre. Il a progressé. Pour moi, on peut encore apporter des choses. Il n'y a par exemple pas d'outils de proposition.
pas d'outil de recherche et de proposition. Alors, l'idée n'est pas de tomber dans une boucle de confirmation et d'aller vers quelque chose de plus ouvert, mais je pense que c'est un outil qui est typiquement très, très utile. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'application. Enfin, quand on parle d'ailleurs d'une application, en général, il en faut deux, puisqu'en fait, c'est l'environnement Apple et l'environnement Android. Donc là, il y a une évolution de coût à voir, sachant qu'il y a des solutions intermédiaires qui consistent à avoir des applis qui sont en fait des voies de passage vers un site qui est entièrement excusez-moi de l'anglicisme, mais responsive, donc adapté à une consommation sur mobile, alors qui est là pour le coup ultra prioritaire en toutes circonstances. Donc le premier champ, c'est vraiment de consolider ces aspects-là qui sont déjà très positifs. Ensuite, moi, je suis absolument partisan d'utiliser nos priorités sur le champ de l'interactivité. C'est pour ça, notamment, je pense qu'il y a un réel intérêt. Les réseaux sociaux, c'est de la coproduction, en fait. Donc, il y a un réel intérêt à s'ouvrir aux Françaises et aux Français, à recueillir des questions sur les réseaux sociaux ou sur des outils dédiés. Quand j'étais à Radio France, j'ai expérimenté Voxem, par exemple. C'est un outil qui permet, en fait, de poser ces questions quand on est, en l'occurrence, auditeur, le plus souvent, pour Radio France. Et ensuite, c'est accessible à l'animateur ou au journaliste en audio ou en texte directement. Voilà. Ça, c'est des outils qui sont pour moi extrêmement utiles et qui créent du lien supplémentaire au-delà de ce qu'il y a en termes de discussion avec dialogue citoyen. Je pense on est dans une époque qui attend ça. Voilà. On est dans une époque qui attend ça. Cette capacité, via toujours l'intermédiation des journalistes, d'entretenir un lien direct entre les Français et leurs élus d'une manière générale. Je pense que c'est extrêmement important. Et pas que leurs élus, ça peut être des responsables d'entreprise ou autres. Donc ça, c'est un deuxième point. La consultation citoyenne numérique que j'évoquais, quelque chose auquel je suis extrêmement attaché, qui est typiquement là aussi quelque chose qu'on peut faire parce qu'on est dans un environnement numérique. Alors là aussi, je parle beaucoup de France Bleu, j'y ai passé 5 ans. Moi, j'ai lancé une consultation citoyenne numérique. La première, c'était à l'occasion de la présidentielle de 2022, Ma France 2022. 1 million de votes. Pardon. Oui, c'est ça. J'ai 1 million de votants, 7 millions de votes sur 45 000 propositions. Et ensuite, avec justement de l'intelligence artificielle, mais également l'intervention de sociologues, en fait, vous reconstituez les propositions qui émergent et vous les présentez aux responsables politiques que vous êtes. Dire, voilà, par agrégation, les propositions des Français sur telle ou telle thématique, c'est ça, votre réaction, du sens, pas du sens. Et c'est tout à fait différent d'un sondage. Parce qu'en fait, le système est totalement ouvert. Et malgré tout, ça donne du sens, réellement du sens. Donc voilà, typiquement, ça fait partie de mes priorités. Vous avez cité le podcast, mais je crois que la chaîne est en bonne voie. Il s'agit d'aller au bout de ce processus-là, parce que franchement, s'il y a bien une chaîne de télévision qui peut avoir quasiment l'intégralité de son offre en podcast, c'est Public Sénat. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Guy Benaroche. Vous venez de répondre, donc, M. Casalta, à peu près à la question que j'allais vous poser. Donc, je vais essayer de la creuser un petit peu. Dans cette stratégie numérique, la consultation citoyenne, vous venez un peu de la définir sur la façon dont vous l'envisagez et ce à quoi elle servirait. Comment arriver à lier cette consultation citoyenne, le fait d'aller chercher quelque part quelles sont les interrogations et comment y répondre, avec également en même temps à la fois la ligne éditoriale qui est celle que vous allez définir, qui ne correspond pas forcément au départ à ce qui va ressortir de ces consultations. En fait, comment faire le lien et l'arbitrage quelque part au fur et à mesure de ces deux éléments, et comment tenir compte aussi de cette spécificité dans ce cadre-là, qui est quand même la spécificité de l'adaptation du travail des sénateurs au territoire, adaptation qui ne va pas forcément répondre ou qui n'est pas forcément la réponse à des consultations citoyennes qui, très souvent, peuvent être, a priori, d'ordre plus global. Alors, pour essayer de répondre donc plus précisément, ça marche, moi ? Ouais. Quand on lance une consultation citoyenne,
Vous prenez soit un terme très très large. Alors, typiquement, je prenais l'exemple de la présidentielle. Alors, Ma France 2022, vos propositions. D'ailleurs, il en est sorti des choses extrêmement intéressantes. Le premier sujet, c'était l'exemplarité. Troisième ou quatrième sujet, c'était l'exécution de la justice. Enfin, voilà, c'était assez intéressant de voir émerger des choses qui étaient totalement différentes, d'ailleurs, du ton dominant qu'il y avait sur les médias à l'époque où on a lancé cette consultation. C'est assez frappant. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le choix de thématique. En fait, ensuite, j'ai engagé un processus une politique de consultation citoyenne par thématique. Donc en fait, l'idée, c'est de dire, sur le logement, vos propositions pour améliorer la question du logement. Enfin, alors la question sera mieux posée que ça. Et donc, dans ce cas-là, vous avez des réponses de gens sur les réseaux numériques, qui s'agrègent. Et par le biais du travail des sociologues et de l'intelligence artificielle, vous faites émerger les propositions des Français sur la thématique du logement. Il n'est pas interdit d'être un peu malin et d'être très en amont de la réflexion sur là où va aller le Sénat en termes de textes à venir, en termes de propositions de loi, etc. Et donc de faire converger. Alors c'est d'autant moins impossible que je l'ai fait. Donc je suis assez convaincu de ce que je dis. Et donc de faire converger les sujets. Ça c'est la première. C'est la première chose. Et ensuite, je crois qu'il n'y a pas tant de différence que cela, et c'est heureux, entre les préoccupations que vous défendez dans l'hémicycle, mais ensuite sur le terrain, et les préoccupations des Français. Et c'est là où, en fait, et là encore une fois, je parle d'expérience, quand vous voyez le retour des Français sur les consultations citoyennes, vous vous rendez compte à quel point elles croisent votre préoccupation de rester dans le domaine du concret, du réel et de la réalité. C'est extrêmement frappant. Et ensuite, donc, vous avez des exemples qui sont localisés géographiquement. Les Français, quand ils parlent de leur centre du monde à eux. Et en fait, quand on vit à Marseille, le centre du monde, c'est Marseille. Alors, quand on est Marseillais, encore plus, mais... mais je veux dire, le centre du monde, c'est Marseille. Et en fait, vous localisez votre exemple. Et donc, c'est pour un élu de terrain, ce que vous êtes aussi. Je veux dire, c'est de la matière extraordinaire. Merci. Il nous reste à peine 5 minutes pour 2 questions. Madame Bonnefoy. Oui, merci. Bonjour, Monsieur Casalta. Ma question va être courte. Vous avez dit il nous faut événementialiser Public Sénat et pour gagner en lisibilité. Donc, qu'est-ce que vous entendez derrière ces mots? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre du positionnement qualitatif aujourd'hui du Public Sénat au regard des autres chaînes qui, elles, sont plus dans la recherche de sensationnel? Merci de préciser. Merci de me donner l'occasion de préciser. Quand je parle d'événementialisation, je ne parle pas de sensationnel. C'est très clair. Je vais vous donner un exemple. Je crois d'ailleurs que c'est celui que je donne dans le projet. Supposons qu'on recherche à obtenir l'interview d'un grand dirigeant politique européen ou d'un grand responsable économique, je dirais au niveau européen, au niveau mondial. Pour moi, c'est un événement d'antenne. Voilà ce que j'entends par événementialiser l'antenne. Si on fait une émission en commun avec LCPN et France Média Monde, je dirais, sur l'Europe. Prenons l'exemple qu'on cherche à obtenir et qu'on obtienne l'interview du chancelier allemand qui est aujourd'hui en campagne électorale. Pour moi, ça c'est un événement d'antenne. Voilà exactement de quoi je veux parler. Je vous remercie, Madame Guillotin. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Casalta. Voilà deux questions. La première sur le documentaire
Et la deuxième sur l'Europe, vous venez d'en faire un petit mot de liaison. Sur les documentaires, on sait que ce sont des valeurs, des vecteurs d'audience importants et qui confortent le positionnement donc de la chaîne, un positionnement qualitatif. Pourriez-vous nous préciser dans ce domaine les grands axes auxquels vous pensez pour votre politique en matière d'offres de documentaires? Et puis pour l'Europe, alors vous avez donné quelques exemples auparavant, vous proposez donc vous avez fait des propositions sur les ressources européennes, de proposer des ressources européennes pour la chaîne. Est-ce que vous pouvez développer? Et puis s'agit-il également de mieux couvrir des sujets européens, éventuellement lesquels? Voilà, vous avez 3 minutes pour votre réponse. On pourrait faire plus longtemps. Écoutez, d'abord sur la partie documentaire. Moi, j'ai dû engager dans ma vie de l'ordre de 250 documentaires, en fait, quand j'ai dirigé notamment France 3 Corse, puisqu'en fait, on avait une politique documentaire extrêmement forte, corse et méditerranéenne. Moi, je suis absolument convaincu de la nécessité de l'offre documentaire sur Public Sénat. Je trouve que c'est une manière d'interroger le monde, la société, d'être en rapport avec le temps long, vraiment, qui est totalement essentiel. Voilà, je veux dire, je trouve que, et de ce point de vue-là, l'offre documentaire de Public Sénat, elle est quand même très bien faite. Et puis, soyons concrets, si vous regardez les chiffres sur le numérique, sur YouTube, les 2 plus gros cartons d'audience, excusez-moi, de Public Sénat, c'est 2 documentaires. Il y en a un, je crois que le premier, je crois que c'est le documentaire sur la Corée du Nord, et l'autre, c'est sur les 25 ans de règne de Mohamed VI. Enfin, d'ailleurs, c'est très intéressant, hein. Et ça me fait le lien, en fait, avec la question de l'Europe que vous évoquez. Oui, chercher des financements européens. À vrai dire, j'ai tellement fait ça souvent. À l'INA, on travaillait là-dessus. À France Média Monde, on travaillait là-dessus. Enfin, voilà, il faut connaître un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, il faut trouver des projets qui correspondent aux attentes de la Commission. La première attente, c'est quand même de proposer des choses en partenariat avec d'autres pays européens. En l'occurrence, d'autres chaînes, ça viendrait assez naturellement. Mais je pense qu'effectivement, il est extrêmement important. Je trouve que la chaîne est un peu seule, si vous voulez. Il y a un intérêt à trouver des partenariats. Alors, il y a des médias francophones, il y a des médias européens qui peuvent nous ressembler ou qui sont dans notre environnement ou dans notre style de préoccupation éditoriale, sur lequel on peut faire des choses ensemble pour se comparer, donner à comprendre. Il y a évidemment aujourd'hui de nouveau une question qui se pose sur la question de la réforme des retraites, que va-t-il se passer, etc., etc. C'est extrêmement important et, à mon avis, intéressant de se comparer pour voir ce qui s'est passé dans les différentes chambres des différents pays européens, de quelques-uns. J'écoutais... je crois ce matin sur Public Sénat où quelqu'un disait que en Espagne ils étaient récemment passés à 67 ans. Enfin, comment ça s'est passé voilà, c'est vraiment intéressant. Et je veux dire, de ce point de vue-là, ça donne une autre dimension à Public Sénat et une autre dimension aussi d'éducation civique, parce que comment ça se passe sur l'Europe, une demi-minute. Pardon, ça marche là? Oui. Voilà. Et ensuite, pour revenir sur le traitement européen, on a cette émission avec France Média Monde et LCPN. C'est un des aspects. Bon, il y a un autre sujet sur lequel je veux faire rentrer l'Europe, c'est sur ce que je propose Agenda 2050, parce qu'en fait, la réflexion, elle ne peut être qu'européenne. Enfin, sur certains aspects, ça tombe même sous le sens, absolument. Là, il s'agit de savoir comment on s'adapte à ce qui va se passer dans 25 ans. Je vous remercie pour avoir terminé cet exercice certainement éreintant. Et maintenant, le moment est venu pour vous de conclure. Vous avez 5 minutes pour le faire. Merci, Madame la Présidente. Bien. Alors, je ne savais pas que la salle s'appelait Gaston Monnerville. Mais il se trouve que... J'en parle curieusement. Et donc, pas très loin de l'endroit où nous nous trouvons, il y a à peu près 66 ans, Gaston Monnerville était élu président du Sénat par les premiers sénateurs de la Ve République. Le Sénat a été entièrement relevé à cette occasion-là. Il rappelait à son nouveau bureau que le Sénat était l'émanation directe des collectivités locales et il se lançait dans une analyse politique et juridique précise
des enjeux de l'époque. Alors je crois qu'il y a beaucoup de ce que je crois essentiel au bon fonctionnement démocratique de notre pays dans cette scène. Bon, bien sûr, Monnerville d'abord, qui est quand même un bel exemple de la France dans toute sa diversité et l'attachement à la nation. Ensuite, il y a la revendication du lien profond à la richesse géographique et historique de nos territoires. Et enfin, il y a l'exigence dans l'argumentation et le débat. Je crois que ces qualités font l'assise d'une démocratie apaisée. Et je crois qu'il faut les exercer sans relâche. Le Sénat les exerce sans relâche. Car la démocratie n'est jamais acquise. Tocqueville, qui est un philosophe et un penseur qui ne vieillit décidément pas, le rappelle, chaque génération est un nouveau peuple qui s'offre à la main du législateur. Il faut donc sans cesse convaincre, montrer et démontrer. Dans nos démocraties contemporaines, on en déduit aisément le rôle et la responsabilité des médias et de la responsabilité particulière de Public Sénat au sein du paysage audiovisuel pour mettre en valeur ce qui est un débat de qualité tenu par des élus de terrain dans une enceinte parlementaire nationale moderne. Le défi est donc sans cesse à relever. Et il faut, je crois, pour cela, de la passion et de l'expérience. Je vous propose, et je vous le propose avec de l'émotion, croyez-le bien, les miennes. Celle d'un dirigeant d'entreprise de médias qui a exercé des responsabilités dans différents domaines, finance, marketing, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a exercé des fonctions de management général, qui a lancé une chaîne de télévision il y a déjà bien longtemps, qui a porté la transformation numérique d'un grand réseau de radio locales. Celle d'un responsable convaincu de la force de la réflexion collégiale et de la recherche avec les équipes des meilleures solutions pour mettre en œuvre un nouveau projet. Celle d'un passionné d'antenne, de l'information et des programmes. J'ai conduit le renouvellement de l'offre éditoriale des médias dont j'ai eu la charge. J'ai supervisé la couverture de très nombreuses campagnes électorales. Et je me suis attaché à garantir l'équilibre et le pluralisme des antennes sous ma responsabilité. Celle d'un homme de terrain, de la province, pour prononcer un mot qui ne s'entend plus guère. Car la proximité, ce n'est pas qu'un concept, c'est une pratique. C'est un attachement profond à l'histoire et à la géographie de ce pays. Et alors, face à vous, je ressens la singularité des régions de France que vous connaissez et que je connais, pour m'y être rendu et y avoir travaillé avec mes équipes, rencontré nombre d'élus. Alors, de la Meurthe-et-Moselle à la Côte d'Azur, en passant par l'Alsace et le Forez, de l'Occitanie à la Normandie, en passant par Angoulême, sans compter Marseille, Lyon, Ajaccio et l'Île-de-France où j'ai vécu. Il faut aussi quelques convictions personnelles. J'en citerai deux, qui résume, je crois, mon projet. Le contact et l'exigence. Le contact à travers la proximité et l'interactivité avec les Français et le Sénat. L'exigence parce que c'est l'attente de nos concitoyens, et la vôtre. Afin que nos compatriotes puissent dire de Public Sénat, comme Clémenceau l'écrivait à une amie, « Oui, vous m'avez dérangé, mais le plus agréablement du monde. Continuez donc, je vous en prie. » Je vous remercie. Merci, cher monsieur. Maintenant, nous vous donnons congé en vous remerciant une fois de plus pour cet exercice fastidieux sûrement, mais fort intéressant. Et j'invite donc... merci beaucoup. Merci. Voilà, à vous raccompagner et puis à nous laisser un temps... Il faut pas que nous oublions... Ah oui, donc voilà, vous pouvez couper. Merci.